Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on va faire un épisode très spécial avec une marque qui est peu connue au Canada et au Québec qui s'en vient là, qui a fait son apparition pas mal cette année. On les a vus à Mont-Sainte-Anne, à la Coupe du Monde, en tant que coureur pour performer, mais aussi chez OGC, Outdoor Gear Canada. Donc aujourd'hui, on a Antoine et puis Julien qui sont avec moi pour présenter Allô. Mondraker, donc, qui n'est pas une marque canadienne ou américaine, mais espagnole. Donc on peut commencer là-dessus. C'est quoi l'histoire de Mondraker? Moi, j'ai roulé mon premier Mondraker, c'est ça, en 2008. Petite anecdote, en 2008, j'ai roulé mon Mondraker, j'ai acheté un Foxy RX. C'était un vélo en alu qui était enduro, mais qui était plutôt abordable. Et en 2010, quand je travaillais chez Decathlon, j'étais petit vendeur là-bas en alternance. Et il y a une fille qui nous avait rejoint, qui a travaillé pour l'été, qui s'entraînait fort pour essayer d'être la meilleure en France et faire ses premiers podiums en Coupe de France. Et je pense que 2 ans après, elle est devenue championne du monde de descente. C'est Morgane Char Wow. qui roulait sur Mondraker après. Mhm. Donc c'est là où j'ai connu Mondraker, donc avec mon Foxy RX et Morgan Char qui est devenue championne du monde contre toute attente. Je pense qu'elle a fait son premier podium en Coupe de France l'année d'avant, puis l'année suivante elle gagne le championnat du monde. Donc voilà mon histoire avec Mondraker. C'est une Mais belle pour le histoire. reste, pour les détails de l'histoire réelle de la marque, Mais je suis c'est à curieux, vous. Coupe de France, c'est quel niveau, ça? Coupe de France? Ouais. Bah, C'est comme une course National. interbonne ou... non, une Coupe de France, c'est une mini Coupe du Monde. On Ok. s'entend là quand tu vois le niveau national, enfin de la France là. Ouais. Il y a Par plus de... exemple, moi quand je faisais du vélo de montagne en cross country, en niveau régional, j'ai jamais gagné une course régionale parce que bah, mes amis peut-être qui m'écoutent faisaient des podiums ou des top 10 en coupe du Monde les fins de semaine avant ou des podiums en Coupe de France. Donc c'est vraiment du gros niveau là. Puis tu plus de pars, t'es profondeur. 300 en junior, on était 300 sur la ligne de départ là. Ça fait Puis du monde de passer si t'es là, en arrière, ça? c'est ça, c'est solide. Donc ouais, c'est comme une mini coupe du monde, un peu comme les cyclocross en Belgique là. Ouais. Les coups de Cyclocross en large, les Belgique, pesants. c'est une coupe du monde toutes les fins de semaine, donc c'est un peu le même délire en France là. Donc voilà mon histoire avec Mondraker. Mais sinon, c'est quoi l'histoire de Mondraker? You wanna Tu go? commences I ça, wanna je go? veux. À vrai dire, Mondraker, c'est, comme tu l'as si bien dit, une compagnie espagnole qui vient de Alicante, en Espagne. C'est des anciens coureurs de descente. Des passionnés de vélo de montagne. Exact. Qu'à un certain point, ben, ils se sont dit pourquoi pas faire nos propres bécanes. Fait que c'est un certain Miguel Pena en 2001 qui a un peu lancé le brand, si je pourrais dire. Puis à l'époque, c'était que des bikes de DH. Le premier bike, c'était un bike de DH. Enduro et descente, Enduro exactement. Ça a descente. été leur premier jet. Puis en fait, ils voulaient pas tout simplement arriver avec un vélo comme un autre ou quelque chose de un peu Ouais. pareil au même. Ils voulaient vraiment un peu pousser le sport puis l'innovation au niveau des géométries des vélos. Fait que ça a été, je dirais, pas mal les pionniers à une certaine époque. Là, il y a quelques compagnies qui ont tenté d'innover un peu de la même façon. D'avoir en fait des cadres qui étaient beaucoup plus grands que la norme à l'époque. Donc, en termes de reach, donc la distance entre le boîtier de pédalier et la douille de direction, donc le devant du vélo, Mhm. ils ont été parmi les premiers à faire des cadres avec des reach beaucoup plus longs et une potence plus courte que, disons, ce qui était la norme, donc 60-50 mm à l'époque. Donc, ils ont expérimenté avec des potences aussi courtes que 0 degré dans les premières altérations. L'idée, en fait, c'était d'avoir un vélo qui était beaucoup plus stable, beaucoup plus, comment dire, équilibré également, parce qu'on s'entend que c'est toujours une espèce d'équilibre entre le poids qu'il va avoir sur la roue avant et le poids de la roue arrière lorsque le pilote est debout en position de descente sur le vélo. Si tu fais un devant qui est beaucoup trop long, puis une potence qui est très, très courte, ben, c'est que tu n'as plus assez de poids sur la roue Ouais. avant. Donc, la roue avant, lors de certains virages, va se dérober. Donc, même principe au niveau de l'arrière. Si tu fais un derrière qui est trop court, ça fait un peu le même phénomène. Fait que c'était d'avoir une espèce d'équilibre, d'avoir un vélo qui était très, très stable, très joueur, très, très habile dans les portions descendantes, Mhm. très cassées, mais en même temps qui allait avoir un certain équilibre adéquat au niveau du poids, la répartition du poids sur les deux roues. Puis en même temps, ben, ils ont expérimenté différents systèmes de suspension également.
Donc, les premiers vélos étaient des vélos simples pivots. Puis avec le temps, ils ont testé différents types de systèmes de suspension jusqu'à développer leur propre système qui s'appelle le Zero Suspension System, qui est essentiellement un système de pivot virtuel avec 2 bielles qui vont pousser l'amortisseur de chaque côté. On y reviendra un peu plus tard tout à l'heure. Après m'avoir, en fait, l'équipe chez Mandraker était un distributeur, un peu comme OGC. Ouais. Ils vendaient plusieurs marques en Espagne et un peu partout en Europe. Puis ils ont décidé vraiment de créer leur propre marque de vélo qui était Mandraker, puis de se distinguer avec des géométries comme ça qui étaient, je dirais, complètement extraterrestres là, pour l'époque. Là. C'était c'était très, très nouveau. Puis encore aujourd'hui, c'est le fun de comparer les géométries des vélos aujourd'hui modernes de 2025 avec, disons, toutes les grandes compagnies. Puis ben, sur papier, des fois, c'est un peu choquant. Tu es comme, aïe, OK, le Reach, il a presque 20 mm plus long que certains autres vélos dans les mêmes catégories, même taille. Mais après ça, c'est vraiment sur le sentier que tu peux voir la différence de faire quelques tests. T'sais. Règle générale, on s'entend que les gars, c'était des athlètes, c'était des coureurs. Le but de ça, c'était d'avoir un gain au niveau de la performance après ma barre. C'était vraiment ça qu'ils ont expérimenté. Pas très longtemps après, ben, ils ont signé différents athlètes de haut niveau. Un je dirais des plus grands a été Fabien Barrel, qui a premièrement la première année où ils l'ont signé a remporté les championnats du monde, donc avec le vélo Mandraker, avec la géométrie un peu moderne comme ça. Donc ça a été un peu un bel alignement. Il y a un designer industriel qui s'appelait César Rojo qui a travaillé longtemps avec eux aussi. Maintenant, il a travaillé dans différentes compagnies de vélo, mais ça a été un des pionniers derrière l'idée aussi là, du Forward Geometry, d'amener ça à un autre niveau. Fait que après ma barre, c'est vraiment des passionnés qui ont envie de sortir un peu du moule, de tester des choses un peu différentes de ce qui se faisait à l'époque. Puis ils ont toujours gardé cette philosophie-là d'amener... Je dirais vraiment que leur ADN, comme Antoine dit, c'est vraiment la course, là, de repousser les limites, d'aller plus loin, puis surtout d'aller plus vite. Là, c'est dans tout ce qu'ils font, là, dans wheel design, leur bike, mais même quand on va voir leur inspiration au niveau des couleurs, là, ils nous offrent un catalogue de couleurs, puis les couleurs viennent de moto GP, de voitures de course pour Le Mans, tout ça. On voit que c'est tout leur focus, toute leur passion. C'est pas qu'une Formule 1 là où ils ont fait une couleur de. C'est la série Golf. Dans le fond, qui est une série. C'est ça, La Ford GT40. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Dans le fond, qui est de l'inspiration de couleurs qui ont fait exactement le même comme bleu et orange qu'ils l'ont fait avec le Neat, qui est un bike enduro électrique léger. Je voulais le faire en français. Et puis il y a toutes les catégories, la segmentation. Exact, oui, parce que la segmentation maintenant dans le vélo de montagne, il y en a un puis un autre. Mais non, c'est ça, c'est vraiment, on le voit, là, c'est tout leur ADN, toute leur passion, oui, du bike, mais c'est ça, c'est de la course, puis d'aller plus vite, cette sensation-là de vitesse et de gain et de victoire, probablement. Fait que les vélos de descente ont été vraiment un peu leur premier pas dans l'innovation. Ensuite, ça a été les vélos d'enduro, gros débattement, donc des vélos de 160-170 mm. Le Dune et le Foxy ont été pas mal leurs 2 premiers modèles, qui ont été encore là avec la même philosophie. Puis ensuite, là, on fait une ligne du temps très rapide, là, mais par la suite, ça a été, je dirais, parmi une des premières compagnies à faire un vélo de montagne double suspension électrique. Donc, ils ont été assez novateurs, puis ils ont été parmi les premiers à voir l'intérêt d'ajouter une motorisation sur le vélo. Donc, ils ont travaillé avec Bosch pour les premiers systèmes. Puis encore là, cette relation-là est très, très importante encore aujourd'hui. Donc, Mandraker va travailler vraiment en partenariat avec Bosch pour l'innovation des nouveaux systèmes, développer les différents types d'assistance, avoir du feedback par rapport à comment les gens utilisent les différents niveaux d'assistance. Puis aujourd'hui, c'est encore intéressant parce qu'ils vont travailler avec tous les fournisseurs de moteurs. Donc, ils vont travailler avec Shimano, avec Bosch, avec TQ, avec Mahle, puis plusieurs autres qui sont toujours en développement. Donc, ils ont une gamme de vélos électriques maintenant qui est juste complètement hallucinante. Ils ont commencé avec un seul modèle, puis ensuite, ça a été assez rapide où ils ont sous-catégorisé. Donc, en termes de débattement, donc ils ont fait des vélos hardtail, des vélos de cross-country, des vélos trail, gros enduro. Puis encore là, aujourd'hui, l'offre est complètement hallucinante. Là. Ils ont l'offre de vélos électriques la plus large qu'il y a sur le marché actuellement. Avant de rentrer dans le détail des vélos, catégorie électrique et tout, qu'est-ce qui démarque
C'est quoi l'ADN de Mondraker? Qu'est-ce qui démarque Mondraker par rapport à toutes les compagnies de mountain bike là? Tu sais, tu parlais des géométries qui sont Ouais. plutôt particulières. C'est quoi l'avantage pour une personne qui voudrait rouler un Mondraker, ou pourquoi les gens roulent un Mondraker? C'est quoi l'avantage premier là? Ben, je dirais que l'avantage, on pourrait peut-être dire que ça cible un certain type d'utilisateur également. Ouais. Donc, ils vont s'adresser à des gens qui ont peut-être un peu plus de bagages, un peu plus d'habileté, puis qui aiment rouler de façon un peu plus agressive, parce que cette géométrie-là, qui est un peu unique, fait en sorte que c'est un vélo qui est très stable, très à l'aise dans des portions très cassées, très Ouais. rough, très à pic, qui va peut-être demander un petit peu plus de travail dans des portions justement où on est plus basse vitesse ou Ouais. très serré en termes de virage. Donc, vraiment, on pourrait dire que le client type va être vraiment quelqu'un qui a un bagage, qui aime rouler de façon, disons, un petit peu plus agressif. Puis c'est vraiment en termes de confort, de stabilité, d'équilibre au niveau des roues. Peut-être aussi les grands pilotes. Donc, on a un spectre de taille qui est assez grand aussi. Mhm. Mais souvent, l'avantage d'avoir un cockpit qui est très long, ben, les personnes qui vont mesurer en haut d'1,80 m vont vraiment voir le bénéfice, parce que c'est comme un peu la première fois qu'ils vont avoir un vélo à leur taille au final. T'sais. On pense à ça, à l'époque, les vélos avaient des reach qui étaient tellement courts, les pilotes étaient obligés d'avoir des potences qui étaient très très longues, qui faisaient en sorte que justement là, l'équilibre était moins adéquat. Fait que je dirais rapidement, pour répondre à ta question, pilote agressif qui a du bagage, qui veut rouler vite, puis qui veut avoir de la facilité à se sentir en confiance, en fait, dans Ok. le sentier après ma barre. Fait que tout ça un peu en lien avec la géométrie. Puis après ça, ben, c'est vraiment le système de suspension qui le rend unique. Donc, d'avoir développé leur propre système de suspension qui appelle le Zero Suspension System. Donc, on en parlait un peu rapidement, là, qui est un système de pivot virtuel, mais avec 2 bielles qui viennent pousser l'amortisseur dans les 2 directions. Fait qu'en ayant ces 2 biellettes-là, ils sont en mesure de régler la courbe de suspension de façon vraiment adaptée au type de plateforme. Fait que tu as un vélo de cross-country, un vélo de descente, un vélo enduro, ben, tu es en mesure d'avoir un système qui est, disons, plus linéaire ou plus progressif en fonction de l'utilisation directement pour le pilote. Donc ça adapte bien, c'est quand même bien joueur pour les chemins au Québec, les trails, là, parce que tu sais, c'est comme beaucoup aménagé puis plutôt rapide. T'as pas trop de trucs cassants où t'es à basse vitesse là. Totalement. Ouais, exact. Ben, c'est un peu comme ça revient à l'ADN qu'on disait. Là, leur ADN transparaît dans leurs produits. Fait que, les gens qui ont un peu le même thinking, la même approche du vélo vont se retrouver dans ce produit-là puis vont aimer le produit s'ils ont un peu la même philosophie. Il n'y a pas de cachette là, dans le produit puis dans ce qu'ils font. Là. Le design aussi, donc c'est des gars qui trippent sur les belles choses. Personnellement, c'est ça. Je trouve vraiment qu'ils se démarquent. Pour la plupart des gens que j'avais présenté la compagnie, les vélos sur photo avaient un effet wow, trouvaient les vélos beaux, mais quand tu le vois en personne, quand tu le vois en vrai, ça se démarque vraiment des autres vélos par la finition. Ouais, la finition, la peinture, c'est raffiné, je trouve. Exact, le cadre, là, la blade, le tube supérieur. Le tube supérieur est très très fin. On peut se mettre les doigts à quelques millimètres d'épaisseur. Ça donne un look qui est complètement hallucinant. La continuité de la ligne du top tube avec la finition du triangle arrière, là, ça donne des vélos qui sont très esthétiques, qui sont très beaux à l'œil. Puis visuellement, probablement même quelqu'un qui connaît pas le vélo de montagne ou qui a très peu de connaissances va voir ce vélo-là puis va comprendre rapidement que c'est un vélo un peu à part, que c'est une qualité à part. C'est un peu une Porsche, là. Ça fait un peu comme une Porsche. C'est un pur sang, totalement. C'est vraiment quelque chose qui se distingue. Au premier coup d'œil, tu vas voir que c'est quelque chose de différent lorsque tu vas t'attarder aux chiffres puis à la finition, à l'intégration au niveau des roulements, de la quincaillerie. On voit qu'il n'y a aucun petit détail qui est laissé au hasard. Parce que les gars, c'est des cyclistes, c'est des riders. Ils veulent passer du temps dans le sentier. Ils veulent pas être dans l'atelier à faire de la réparation puis changer des roulements à tous les week-ends. Là. Donc, ils ont beaucoup de bagages. Ils prennent beaucoup de temps à rouler les vélos avant de les sortir. Puis, ben, ils ont la chance d'être disons, entre grosses parenthèses, là, une moyenne compagnie indépendante. C'est pas un gros holding, c'est une compagnie privée. Fait qu'ils sont en mesure de décider de faire exactement ce qu'ils veulent, la direction qu'ils veulent, puis d'aller en lien avec leurs valeurs. T'sais, on a eu la chance l'hiver dernier là, de se rendre à Alicante en Espagne pour visiter l'usine, tout le bureau de développement. Si vous avez la chance là, d'aller voir en ligne, vous pouvez le visiter assez facilement sur le canal YouTube de Mondraker ou même sur Google Earth. Là, on peut voir la bâtisse. C'est une forme ovale qui ressemble un peu à un aréna.
4 étages de haut. Les étages en haut, c'est vraiment tous les bureaux, l'équipe marketing, les studios au niveau de la photo, recherche et développement, l'équipe d'ingénieurs. Mais les 2 étages en dessous, c'est les étages d'assemblage. Fait que les vélos, en fait, les cadres sont faits à Taïwan, mais tout l'assemblage est vraiment effectué d'un bout à l'autre directement à Alicante. Fait qu'ils vont recevoir les cadres, les composantes. Puis il y a vraiment une ligne de production qui est très, très impressionnante pour ce qui est de l'assemblage. Il y a 88 pieds de mécanique électrique avec des procédures d'assemblage d'un bout à l'autre. Donc, c'est très, très impressionnant. Là, on pourrait manger par terre tellement que c'est propre, c'est bien rodé. Tous les employés sont habillés là, de la tête aux pieds avec les uniformes, Mandraker, la boîte à lunch, la bouteille Camelback, brandé Mandraker. Fait qu'il y a vraiment un souci du détail d'un bout à l'autre, tant au niveau de la conception graphique des vélos jusqu'à la production finale, puis la mise en boîte des vélos. Tout est mis en boîte puis assemblé directement à Alicante. Fait que c'est un des commentaires qu'on a eu de la plupart de nos fournisseurs lorsqu'ils ont reçu les premières unités en magasin, qu'ils ont déballées. En moins de 15 minutes, ils étaient en mesure de mettre le vélo directement sur le plancher parce que tout est fait. Les câbles, les gaines sont passés, les freins sont purgés, la tige de selle est coupée au bon moment. Donc, c'est littéralement de tourner la fourche, mettre la roue, faire une petite vérification de base, mais en 15 minutes, tu es capable de mettre un vélo sur le plancher ou avec d'autres fournisseurs, souvent, mais ça va prendre presque 2-3 heures parce que le vélo vient en petits morceaux tout démonté ou en 2 boîtes comme ça. Puis encore là, on n'a pas trop de soucis quant aux vérifications de serrage et tout ça, parce qu'il y a une procédure qui est vraiment super rigide, puis tout a été vraiment bien fait. La personne qui a fait l'assemblage du vélo va signer la carte et est fière, là, c'est son travail d'avoir vraiment été rigoureux d'un bout à l'autre sur l'assemblage du vélo. Fait que ça en dit long vraiment sur, je te dirais, les valeurs derrière l'entreprise également, tu vois que tout le monde a mis l'épaule à la roue puis ont été en mesure de livrer quelque chose qui était là en lien avec leurs valeurs. Je l'ai vu à Mont-Sainte-Anne, là, quand on avait reçu les samples là, qu'on avait présentés. Tu avais monté des bikes, j'ai récupéré un podium, là, je l'ai roulé en fin de saison. Puis ça a pris une demi-heure, 45 minutes. Il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, tout est bien. Les gaines, elles sont parfaites. Ça, dans les bike shops, d'habitude, là, ils réajustent les gaines, ils font un petit bleed. C'est top. Il n'y a absolument rien qui est laissé pour compte. Vraiment, tout est réfléchi, tout est pensé. Puis tout est réfléchi, tout est pensé pour vraiment être optimal de A à Z, là, du bike, comme on disait, là, de l'esthétisme du bike, du design du bike, jusqu'à la petite napkin pour ton café avec le logo Mandraker dessus. Là, c'est vraiment c'est capoté. Tu trouves pratiquement aucune faille et aucune erreur à cette compagnie-là. Probablement, comme tout le monde, on a tous des défauts. Là, mais c'est au fil du temps, ça fait 12-13 ans que je suis au GC. Fait que, on a distribué plusieurs compagnies, mais j'ai probablement jamais été aussi impressionné par les infrastructures, par la compagnie, puis par les produits que Mandraker offre, par le professionnalisme, puis le fini du produit, puis de la compagnie en soi, puis des gens en soi. C'est une compagnie impressionnante que je pense que le marché canadien puis le marché nord-américain va vraiment gagner à connaître, là, sans l'ombre d'un doute. Là. 2024 était leur premier saut de ce côté-ci de l'Atlantique. En fait, ils sont très, très bien implantés. C'est bien sûr en Europe, en Espagne, en Allemagne, Australie également. Puis 2024, ils ont vraiment décidé de foncer puis de débuter la distribution en Amérique du Nord. Donc, ils ont ouvert leur propre bureau à Boulder, au Colorado, pour faire vraiment leur base américaine. Puis ils nous ont... on a décidé de faire l'entente là, pour la distribution canadienne avec Outdoor Gear Canada pour Mandraker au Canada. Fait que c'est le fun de voir ça, qu'il y a un gros sérieux derrière tout ça, un potentiel pour eux qui est quand même assez grand là, de venir développer le marché nord-américain. Puis ils sont pas allés avec le dos de la cuillère pour ce qui est du marketing également. Donc, ils ont signé 2 pilotes américains sur leur équipe professionnelle de descente. Puis ils ont vraiment été forts. Là. Dakota Norton, cette année, il a fait une saison exceptionnelle. Ils ont passé proche du podium à plusieurs fois. Ronan Doon, le jeune Irlandais brutal, a gagné des épreuves Red Bull, a gagné des Coupes du Monde. Fait ils ont vraiment, c'est ça, ils ont investi des millions de dollars là, pour aller chercher cette équipe-là, monter les camions de course, faire les circuits d'un bout à l'autre. En Europe, c'est le pit de course le plus impressionnant du circuit de la Coupe du Monde. C'est leur installation qu'ils ont. Là. Ça démontre vraiment les ressources que la compagnie l'intention, puis ça démontre le succès qu'ils ont pour avoir ces ressources-là. Le directeur de l'équipe est un gars qui a roulé sa bosse pendant plusieurs saisons dans des équipes de MotoGP. Fait qu'il y avait une expertise puis une organisation vraiment très, très rigoureuse pour ce qui est de donc préparer vraiment la saison d'un bout à l'autre, avoir
une infrastructure qui était très, très professionnelle. Lorsqu'ils viennent faire les courses en Amérique, ils ont un plus petit camion, un plus petit système. Ils sont vraiment bien Comme toutes les rodés. équipes, Là. tu sais, Mm. finalement, Ouais, là, tu sais, totalement. qu'elles viennent de traverser Mais, l'Atlantique. Là. mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est, tu vois, pour l'avoir vu à Mont-Sainte-Anne, je nommerai pas les autres marques, mais tu as des marques, tu as des riders, ils roulent des vélos que tu verras jamais dans le commerce, là, que tu rouleras jamais avec. Là. C'est vraiment des vélos exprès pour ça. Mais les Moundraker, c'est des vélos. C'est des vélos. Le cadre, en tout cas, c'est un cadre d'Aline. Là. Il ressemble Non? beaucoup, mais c'est pas le vélo Ah, c'est pas que le tu peux même? acheter. Il est pas exactement pareil. Ah, je suis déçu. Quand tu le regardes de loin, il est pareil, mais quand tu regardes de proche, il est un peu différent. Il y a quelques trucs qui sont vraiment uniques, puis peut-être que dans quelques saisons, ça va effectivement être un Ouais. vélo de production. Ça ne m'étonnerait pas. Ce qui le différencie, en fait, au niveau de la colonne de direction, Ouais. ils ont une colonne de direction qui est ovale, puis qui leur permet de jouer avec le reach, mais de Hmm, plusieurs ok. centimètres. Sur le vélo de production, on a des copes Ouais, qui c'est nous comme permettent fixe. de faire changer les copes pour jouer avec l'angle de direction. Fait que c'est un peu le même, comment dire, c'est le même ajustement, mais la plage d'ajustement est vraiment Ouais, est-ce plus qu'ils en ont grande besoin sur de le plus cadre. par rapport à leurs exigences Exactement. de réglage? Ok. L'autre différence, c'est que sur le cadre, en fait, tous les nouveaux modèles, le Dune, le Neat, les nouveaux modèles qui Ouais. viennent de sortir, l'amortisseur arrière, la biellette du bas, si on veut, est pris directement sur le triangle arrière versus sur les modèles standards où il y a vraiment un autre biellette entre Ouais. les deux. Fait que c'est comme si le point de montage, c'est le même système de suspension, mais le point de montage n'est pas exactement le Ok. même. Fait que ça, c'est l'autre différence. Puis la dernière différence, c'est au niveau du triangle arrière. Sur l'extrémité arrière du triangle arrière, il y a deux vis qui leur permettent de monter ce qu'on appelle en anglais un mass damper. Fait que c'est essentiellement un poids avec deux ressorts de chaque côté qui permet en fait d'absorber les vibrations lors de certains impacts. Fait que lorsque le vélo est vraiment très, très sollicité, il y a beaucoup, beaucoup de vibrations puis Ouais. de mouvement au niveau de la biellette, ben c'est comme une masse qui va faire un contrebalan Pour à ce niveau-là. stabiliser. Fait que ça, c'est un peu, je te dirais, une des grosses innovations qu'on a vues au niveau de la Coupe du monde de descente ces dernières années. C'est une innovation qui vient de la moto-enduro. Donc, il y a beaucoup de pilotes en Ouais. moto-enduro qui utilisaient ce type de système-là. Puis, ben, pas juste Mondraker, mais certains pilotes cette année ont expérimenté ces masses-là à différents endroits sur le cadre. Il y en a certains qui le mettaient sur la colonne de direction, d'autres près du boîtier de pédalier. Chez Mondraker, il jouait à deux endroits, donc sur le cadre avant, puis au niveau de l'arrière, sur le triangle arrière, pour vraiment minimiser la vibration, parce que les pilotes arrivent à un certain point maintenant où ils ne voient plus en descendant. Il y a tellement ça brasse Ouais. tellement que la vision est ce qui les restreint à aller plus vite. Fait qu'en réduisant les vibrations sur le cadre, ben, ça permet d'avoir plus de stabilité, de rouler un peu plus. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des endroits où ils peuvent mettre des masses inertes. Fait que près du boîtier de pédalier, tout dépendamment des parcours, ils peuvent mettre plus ou moins de poids pour garder une stabilité encore plus accrue au bon endroit sur le vélo. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut avoir un œil spécifique, faut regarder comme il faut. Fait que de loin, ça ressemble au même bicycle. Il y a à peu près la même géométrie, mais ça reste que c'est de la Formule 1. Hein. Aujourd'hui, Ouais, c'est on fou. parle de Ouais, montures qui sont conçues spécifiquement pour certains types de parcours. Les gars vont pas nécessairement avoir la même géométrie la fin de semaine avant et la fin de semaine suivante sur des parcours qui n'ont pas le même dénivelé, qui n'ont pas les mêmes types de sol. Fait qu'il y a beaucoup de recherches. Pendant la période hivernale, les athlètes vont faire des camps d'entraînement et de tests vraiment pour passer à travers tous les différents réglages, jouer avec des cadres plus courts, plus longs, jouer avec des cadres plus rigides, parce que ça, c'est d'autres choses aussi. Ouais. Il va y avoir différents petits montages sur le cadre où ils vont pouvoir ajouter ou enlever de la Les flex, rigidité hein. à certains endroits. Fait que toutes ces petites choses-là ajoutées ensemble font en sorte qu'il faut que tu expérimentes. Tu ne peux pas arriver sur la course Ouais. quand tu as un temps limite de pratique. Fait qu'ils doivent vraiment prendre le temps d'aller pratiquer soit dans des mettons, il va y avoir une Coupe du monde en Italie, ben ils vont aller sur le même parcours en Italie pendant la période hivernale Ouais. pour aller tester différents pneus, différentes pressions au niveau des suspensions. Mhm. Puis après ça, différents poids comme ça sur le cadre, différentes rigidités pour jouer, pour trouver vraiment le Meilleur réglage. le meilleur réglage. Puis ensuite, ben, c'est scientifique. Là. Ils vont avoir des livres, ils vont écrire les réglages. Puis quand ils arrivent aux courses, ben, ils savent exactement que bon, mais aujourd'hui, on va monter la potence, on va ajouter quelques PSI dans les pneus, mettre un ressort plus mou à l'arrière. Fait que, puis encore là, il y a des pilotes qui sont capables de juste s'adapter au vélo. Puis il y a d'autres pilotes qui doivent avoir un réglage qui est très, très précis, des millimètres, des angles de levier de frein qui sont très, très précis. Fait qu'il y a un spectre qui est assez large encore là au niveau de
de ça. Sans fin. Effectivement. Ouais, parce que- C'est le fun parce que souvent, l'équipe de course comme ça va pouvoir innover Ouais, et c'est tester ça. des choses qui, inévitablement, quelques saisons plus Va se tard, répercuter va se sur, répercuter sur toute la gamme. Tu sais. Exemple, là, en ce moment, il y a une grosse mode au niveau des roues, pas du même format dans le vélo de montagne. Fait que les athlètes vont avoir une roue plus grosse au niveau de l'avant, plus petite en arrière. C'est un mullet qu'on appelle en anglais. Donc, puis ça, ben, ça vient directement de la course. Tu sais, les Ouais. gens ont expérimenté, se sont rendus compte que dans certaines applications, ça pouvait avoir du sens. Puis encore là, une roue proportionnelle à la taille du pilote. C'est quelqu'un qui mesure 1,80 m versus quelqu'un qui mesure 1,50 m, ça va être très différent Ouais. au niveau de la grosseur des roues qui vont peut-être pas nécessairement avoir les mêmes avantages. Tu sais, la petite roue va faire en sorte que tu vas moins te frotter sur les fesses dans des portions très à pic, mais quelqu'un qui est très grand va pas nécessairement vivre la même réalité. Tu sais. Fait que c'est pour ça que les compagnies investissent des montants comme ça aussi sérieux dans les équipes de course. C'est pour tester le produit, être capable de mettre ça à rude épreuve. Puis ensuite, lorsqu'on passe en production, on est vraiment certain d'avoir quelque chose qui va répondre aux besoins de nos gens. Tu sais. Et là, c'est principalement vélo de montagne. Ils ont le Dusty, là, ça c'est le vélo gravel, on va dire électrique. Il y a Ouais. le Dune là qui. Non, c'est le. Arid. Non, Arid qui sort cette Exactement. année là. Oui. Qui est un gravel, mais quand même plus agressif. Tu peux aller dans des terrains un petit peu plus engagés. Là. Ça fait des années, en fait, que la Ouais. clientèle puis que les distributeurs, les clients demandaient un vélo de gravel à Mandraker. Puis ben, leur première itération a été un vélo électrique qui était vraiment unique. Donc, il y a peu d'offres dans ce créneau-là Ouais. dans le marché avec le Dusty. Ça a été un succès retentissant. Un vélo qui ressemble pas du tout à un vélo électrique. Quand il passe à côté Ouais. de toi, ben, il fait pas de bruit, il est léger, il y a pas de l'air d'avoir de batterie à l'intérieur. Fait que c'est un vélo qui va brouiller les cartes un petit peu. Puis là, ben, pour 2025, on a introduit là, le tout nouveau Arid en 4 différentes versions, 4 montages. Un vélo qui est hallucinant, là, qui a vraiment un potentiel qui est super large, tant pour les gens qui vont faire de l'ultra-endurance, aller rouler dans des sentiers qui sont peut-être pas nécessairement Plus engagés, destinés à prime abord pour les vélos de gravier. Fait Hmm. qu'une géométrie un peu inspirée de leur leg, justement, Forward Geometry, un Ouais. reach un peu plus long, potence un peu plus courte. Donc, certains vélos vont être livrés jusqu'à des 60-70 mm au niveau des potences, là où normalement on aurait une 100-110 mm. Fait que ça nous met dans une position beaucoup plus confortable, un peu plus relevée. Encore là, une géométrie un peu plus ouverte disons, un vélo de gravier standard, si on peut dire. Ça a quand même changé beaucoup, là, le vélo de gravier ces dernières saisons. T'sais, on a commencé il n'y a pas si longtemps avec des vélos de cyclocross avec des boîtiers de pédalier qui étaient bien trop hauts puis des empattements trop courts. Je pense que la segmentation est rendue aussi importante que dans le vélo de montagne, là, en tant que tel. Totalement. Là, c'est fou, là. fait que c'est un peu savoir c'est quelle est ta préférence puis quelle sorte de sortie tu fais ou quelle utilisation surtout tu vas en faire. Mais tu vas prendre un bike de gravel qui va répondre un peu à ce besoin-là. Mais comme on dit, effectivement, la Arid est probablement destiné à des gens qui sont un petit peu plus aventuriers avec leur vélo de gravel que quelqu'un qui rechercherait probablement plus un vélo de route. Exact. Tu sais, gravel, Ouais. c'est vraiment... J'ai hâte, il y a des grosses sections dessus. Moi, je vais le rouler cette année. Là, puis, Mhm. à côté de chez moi, j'ai comme des trails de vélo de montagne, mais que je fais en vélo de gravel. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Je pense que bikepacking, c'est super parce que tu sais jamais Bikepacking peut-être un aussi, peu à ouais. quoi tu vas Ouais. t'attendre comme terrain. Fait que tu sais, avoir ce genre de bike-là, tu sais Ouais. que tu peux affronter à peu près tout type de terrain. Tu sais, des événements super populaires qu'on a au Québec, comme la Buckland, où il y a du gros caillou, il y a de la grosse roche, des descentes importantes. Parce que c'est des gros pneus Il y a dessus, des en chemins plus, forestiers. Tu sais, c'est un bike qui va être parfait pour ça. Ou l'Oasis à Big Red. Ou les deux Oasis à Big Red, si t'as le goût de t'aventurer et d'essayer de rester sur ton bicycle, c'est probablement un bicycle de gravel qui va te permettre de pouvoir tenter le coup. Chapeau si vous restez sur Mais votre je le fais bicycle. en bike déjà avec mes autres gravels, mais là, avec celui-ci, ça va être plus facile. Là. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, c'est un vélo qui va vraiment t'accompagner dans l'aventure là, de gravel. Là. Puis c'est comme Antoine dit, il va vraiment un peu va vraiment transponder tout l'ADN qu'ils ont du vélo de montagne vers ce bike de gravel-là, avec leur géométrie de bike. Fait que ça amène aussi quelque chose qui n'est pas différent parce qu'il y en a sur le marché. Là, entre autres, je checkais un Parley qui venait juste de sortir un bike de gravel aussi, un peu dans ce genre-là, là, avec un devant qui est un peu plus haut, plus slack, avec quelque chose de plus long. Là. Fait que il y a de plus en plus de marques aussi qui sortent ce type de bike-là. Je pense justement que ça s'adresse aux gens qui ont un petit peu plus le goût d'aventure là, en gravel, puis ce qui est souvent à la base le cas, là, parce que
les gens qui font du gravel bike, c'est pas pour faire les cyclables et les chemins traditionnels qu'on connaît. Là. Fait que, c'est c'est ça qui est le fun, c'est que les différents créneaux s'influencent mutuellement. La route a influencé à certains égards, la montagne maintenant influence beaucoup la route aussi, donc au niveau de la largeur des pneumatiques, au niveau des géométries, au niveau des innovations de rangement, le fait maintenant qu'on a des rangements à l'intérieur des intégré, là, j'ai tubes vu, ça c'est cool. pour mettre des pièces de rechange, une chambre à air, grosse bière, ça doit rentrer là-dedans aussi. Les Ça rentre SQDC, tout le temps les bières, oui. on arrive tout le temps à les rentrer. SQDC, il y a une coupe d'affaires, tu peux rentrer là-dedans, ça c'est sûr. Là. Fait que C'est ça, sûr. fait que ça, c'est le fun, là, d'avoir quelque chose de polyvalent, d'avoir, disons, un seul vélo avec lequel on change juste les roues ou les pneumatiques, puis tu es capable d'aller faire un 120 bornes avec tes amis de vélo de route pendant la semaine, avec une géométrie qui est peut-être un peu moins nerveuse, mais après ça, tu t'en vas faire quelques jours de backpacking, tu peux mettre du bagage, le cadre est assez robuste pour mettre vraiment des sacs puis du matériel à l'intérieur. Fait que d'avoir quelque chose de polyvalent puis qui garde un peu ce look-là emblématique de Mandraker. On a toujours une espèce de pochette à l'avant, près de la colonne de direction, mais là, ils ont comme gardé ce look-là de pochette où ils l'ont mis à la jonction du chainstay puis du seatstay. Fait que quand tu le regardes de loin, tu le sais inévitablement que c'est un vélo Mandraker juste par le design puis la finesse au niveau du tube supérieur également qui est vraiment très, 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 très racé. Fait que on est très enthousiaste à l'idée de l'avenue de ce nouveau vélo-là. Puis ça, sur les vélos plus musculaires, il y a une belle gamme. Je te dirais, musculaire, oui, électrique, c'est ce qui est un peu... Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Électrique, là, c'est ce qui est fou, là, c'est... La quantité de bike. On dirait pas... Et t'as des légers, là? Bon, J'étais impressionné par les modèles légers où t'as pas l'impression que c'est un vélo de montagne électrique. Non, exact, c'est ça. C'est la quantité de bike qu'il y a dans ce catalogue-là est complètement fou. Là. C'est sûr que l'utilisation que tu veux faire de ton bike, il va y avoir un bike qui va répondre à cette utilisation-là. C'est clair. Là, ils vont travailler à peu près toutes les travels dans le musculaire comme dans l'électrique. Et dans l'électrique, pleine puissance, pleine autonomie, comme l'électrique léger. Qui va ressembler beaucoup plus à une sensation d'un vélo musculaire ou que j'aime bien appeler acoustique. Je pense que ça dépend vraiment de ton bagage puis de ton héritage aussi. Est-ce que tu es un nouveau cycliste? Est-ce que ça fait des années que tu en fais? C'est ce qui va vraiment déterminer à quel point tu vas avoir une prise en main qui va être agréable et facile. Je donne un exemple. Nous, on est tous des cyclistes d'expérience. On a tous des backgrounds un peu différents, mais ça fait longtemps qu'on en fait du vélo de montagne. Fait que lorsqu'on tombe avec un vélo de montagne électrique, pleine puissance, qui est un peu plus lourd, ben on a beaucoup, beaucoup de plaisir en montant. En descendant, ça prend une adaptation un petit peu parce que les vélos sont beaucoup plus lourds que ce qu'on est habitué. Fait qu'on faut aller un petit peu moins vite, il faut s'adapter, il faut adapter le pilotage à ce niveau-là, puis on prend pas notre pied autant qu'on le prendrait avec un vélo acoustique qui est notre norme, entre parenthèses. Mais là, quand on essaie des nouveaux vélos légers, ben là, c'est comme un peu le meilleur des deux mondes. Tu as autant de plaisir en montant, une habileté, une prise en main qui est super facile. Puis en descendant, mais là, tu retrouves exactement les mêmes, ou du moins très, très proches des mêmes sensations que tu as avec un vélo standard qu'on est habitué. On parle d'un vélo là, maintenant dans les légers autour de 40-42 livres. Quand un vélo de montagne standard va peser entre 30 et 35 livres, mettons aujourd'hui, avec des pneus adéquats puis des composantes solides, là, pas un vélo de course de cross-country. Fait que ça brouille un peu les cartes. Puis je pense que Mandraker a été très audacieux d'être parmi les premiers à sortir des vélos de ce type-là dans un marché où tout ce que les gens voulaient, c'était plus de batterie, plus de puissance, plus de torque. Fait qu'au début, il n'était pas trop sûr de sortir ce vélo-là. Il y avait une demande, mais elle était moins grande que la demande du full power pour le marché européen. Puis, après un an, ici en Amérique du Nord, ils se sont rendus compte que la demande est plus élevée pour les vélos légers que les vélos pleine puissance auprès des cyclistes qui ont un bagage puis qui ont fait du vélo depuis 40 ans. Fait que ça, c'est quand même marqué d'avoir une gamme qui est complète pour répondre tant au nouvel utilisateur qui, lui, veut avoir un vélo pleine puissance ou qui fait des très longues randonnées, qui va rouler pendant 5 heures, où il va faire beaucoup de dénivelé vertical. Ben là, on a l'option d'avoir encore là des différentes catégories. Un vélo d'enduro de 150 mm, un vélo gros enduro de 170-180 mm, jusqu'au vélo léger maintenant, cadre carbone, cadre en aluminium. Fait que ça démocratise un peu le sport également parce que c'est plus maintenant juste des vélos à 10-12 000 $. On est capable d'avoir des modèles quand même
entre grosses parenthèses, abordable pour le commun des mortels, d'avoir quelque chose qui va être plaisant, qui va avoir un peu la même philosophie, la même géométrie que toute la gamme de vélos Mandraker, mais dans des assemblages et des groupos qui font du sens. T'sais. Puis de travailler avec différentes motorisations aussi. Ouais, exact. T'as un centre de service près de chez toi qui est plus familier avec les moteurs Shimano ou tu préfères les moteurs Bosch ou tu as envie d'essayer quelque chose de très différent puis d'encore plus léger avec ce qui se fait chez TQ, par exemple, ben là, Mandraker offre tous ces créneaux-là. Là, fait que c'est vraiment agréable. C'est ça, dans le light ou le super light, des fois les gens s'appellent à le dire. On a le Sly qui est en aluminium avec le moteur Bosch à 160, 150. Qu'on va avoir des price points qui sont sous les 10 000. Même le premier prix est 7 999. Après ça, on a le Nate qui est carbone 160, 150 avec le moteur TQ. Puis après ça, on a le Dune que tu vas avoir en 170, 160 et tu as un 104. C'est le level. Ouais. Le level tombe dans le full power. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est ça, tu as 3 bikes dans le light e-mountain bike. Puis après ça, c'est que quand tu embarques dans le bike pleine capacité ou pleine autonomie, là, tu as le Crafty, tu as le Level, tu as le Crusher. Il y a plein de modèles avec plein de travel. Fait que tu vas vraiment pouvoir cibler le type de géo, de débattement que tu veux avoir. Puis après ça, le type d'autonomie que tu vas avoir, le type de feeling de bike que tu as. Contrairement des fois à certaines compagnies où tu as un seul choix. Là, nous, on va vraiment être capable de cibler ton besoin, cibler ton type de sortie que tu veux faire, puis d'avoir le bike qui répond réellement à tes besoins, puis qui va convenir à ton type de sortie. Puis Ouais, ils ont toute la gamme de musculaires en électrique. Là. Exact. Avec des légers. Puis, exact. Puis c'est la même affaire dans le musculaire, parce que t'en parles, on va avoir du bike de cross-country jusqu'au bike de descente. Autant ils ont une équipe de cross-country World Cup qu'ils ont une équipe World Cup de descente. Entre autres, le cross-country, le cadre est 790 grammes. Il est fou, hein. On parle d'un double suspension. Il y a certains bikes de route sur le marché présentement qui sont pas aussi légers que ça. Là. Fait que, puis après ça, comme on expliquait tantôt avec le World Cup, où ils font des podiums puis qui sont sur à peu près toutes les courses. Là, ils ont un bike de qualité exceptionnelle dans le downhill. Fait que, ils ont les deux spectres carrément là, dans les extrêmes en termes de performance. Puis dans ces plateformes-là, autant cross-country que descente, tu as différents assemblages qui vont avoir différents prix, qui vont répondre finalement à différents budgets. Puis après ça, entre ces deux extrêmes-là, je pourrais dire, il y a toutes les autres bikes. Il y a le Raze à 150, 130. Après ça, tu as le Foxy à 160, 150. Après ça, tu as le Super Foxy à 170, 160. Du bike, il y en a, du choix, il y en a. Puis dans chacun des modèles que je viens de nommer là, tu as souvent 3 ou 4 assemblages différents pour avoir 4 price points différents. Ou si tu préfères du SRAM, tu préfères du Shimano, tu préfères des suspensions Lins, des suspensions Rock Chalk, des suspensions Fox. Juste un cadre. On fait juste des cadres seulement aussi. Quelqu'un qui a envie de se monter un vélo à la carte, c'est très facile de le monter à leur goût. Là. Fait que tu as un catalogue exceptionnel qui va te permettre vraiment d'aller chercher le bike de tes rêves. Puis, mettons au Québec, là, ce serait quoi s'il y a quelques 2-3 vélos intéressants pour rouler au Québec? Ce serait lesquels? Je pense avec des riders qui ont des profils différents. Là. Mettons, il faut en choisir 3. Là. Moi, personnellement, là, j'apprécie beaucoup le Raze dans le musculaire. Là. Je vais en dire un musculaire puis je vais en dire un électrique. Le Raze, moi, je l'aime beaucoup. J'ai tout le temps ridé longtemps, au fil du temps, plein de marques différentes. Parce que on a peut-être moins distribué de vélos de montagne. À vrai dire, non, on a distribué autant de compagnies de vélos de montagne, mais on a eu peut-être un stretch où ce qu'on a moins eu. Ce qui m'a amené à essayer vraiment plusieurs marques différentes. Ceci étant dit, le Raze, pour moi, 150, 130, dans ma tête, je ne serais jamais allé vers ce type de débattement-là. J'étais tout le temps porté à aller chercher un bike de cross. Je suis quelqu'un qui aime pédaler. J'aime l'effort. J'aime probablement souffrir. Je dois être sadomaso un peu. Là. Fait aller jusqu'à 150, 130, ça faisait pas de sens. J'avais tout le temps eu des bikes 120, 110, 130, 120. Mais je me ramassais tout le temps avec des gens qui avaient des bikes 160, 150, 170, 160 pour faire des trails qui répondaient à ces travels-là. Fait que je me retrouvais, avec un bike que j'aimais pédaler. Mais quand on venait qu'à descendre, je tripais un peu moins. J'avais la fesse, ça roule en arrière. Puis, ça brassait. Alors que le Raze est un bike qui me donne les sensations d'un bike à 130, 120 ou même pratiquement d'un bike cross ou d'un bike du moins qui se pédale super bien puis qui m'amène le côté performance et effort que je recherche.
Sauf que quand j'arrive dans ces fameuses descentes-là avec mes chums ou mes connaissances qui ont des bikes 170, 160, j'ai un bike qui est capable de suivre, puis j'ai un bike qui me met en confiance, qui est stable, puis qui me permet d'avoir autant de plaisir, sinon plus, en descente qu'en montée. Fait que pour moi, c'est le bike que je préfère beaucoup. Puis je pense que c'est un bike qui s'adapte vraiment très bien à peu près à tous les centres là, au Québec. C'est sûr que si tu fais de la chaise, ben là, on s'en va dans un autre spec, mais je pense que c'est 150, 130. Parce que quand tu viens qu'avoir un bike acoustique, un bike musculaire, tu le pédales, le bike. Fait que tu veux avoir quand même un bike, je pense, qui est léger et qui est le fun à pédaler. Ouais. Fait que je pense que l'équilibre à 150, 130 te permet justement d'attaquer à peu près n'importe quel type de terrain, mais d'avoir un bike qui est le fun à pédaler. Fait que c'est pour ça que je trouve le Raze est vraiment un bike clé, un bike qui est le fun. Puis ben, dans l'électrique, tu vois, mon premier qu'on avait essayé, qu'on avait été en Espagne, c'était le Ning. C'était vraiment lui que j'avais trippé. Ouais. J'avais essayé aussi le Dune, puis j'ai réessayé le Dune une autre fois. Le Ning, c'est 160-150. Le Dune, c'est 170-160 avec le moteur Bosch. Je dirais, tant qu'avoir un moteur, tu prends plus tu prends plus de travel, puis tu prends plus de suspension. Fait que tu sais, puis le bike, le Dune, même à 170-160, il est listé à quoi, 43-44 livres en médium. C'est un bike qui je descends, réel, il est ultra malléable, il est super facile, il est vraiment le fun à rider. Fait que tant qu'avoir un moteur, aussi bien mettre un petit peu plus de travel puis d'attaquer vraiment tous les terrains avec beaucoup d'aisance puis beaucoup de confort avec autant de travel. Fait que pour moi, c'est vraiment le Raze et le Dune, je pense que c'est probablement... ou le Ning, le Ning, encore une fois, à 160, 150, qui est très proche du Dune. C'est vraiment les deux qui me font pencher, mais définitivement le Raze dans ce qui est musculaire et acoustique. Moi, j'ai sombré du côté obscur cette année. Ça faisait plusieurs années. J'ai fait de la course de descente beaucoup quand j'étais jeune. J'ai eu un grand moment où je m'en tirais très bien avec des vélos d'enduro, gros débattement, ça le faisait, puis j'avais comme un vélo pour tout faire. Puis là, ben, je me suis repris un vélo de descente, puis ben, c'est le fun pour vrai. Là. J'habite au pied de la côte à Bromont. On a des pistes super cassées. Fait que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs de ma jeunesse, puis ça rajoute du confort un peu. Mais dans le fond, je suis tombé dans le piège parce que tu vas juste plus vite. Fait que t'as tout aussi mal aux mains, tout aussi mal aux pieds. T'es plus souvent dans le danger zone. Faut pas tomber pour se faire bobo. Coup de char d'Advil. Mais non, c'est ça. Compte tenu du fait qu'on a la chance d'avoir un super beau bike park près de Montréal, à côté. Chez toi, là, dans ton jardin. Totalement. Fait que le fameux Summum, le vélo de descente, est vraiment un engin là, pour avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Deuxième, j'irais pour le Foxy, pour encore là sa polyvalence. Un vélo 160, tu vois le mien, je l'ai mis 170, 150. Fait qu'un vélo qui peut un peu tout faire, parfait pour les pistes difficiles, engagées, mais qui se pédale quand même très bien un peu partout. Fait que c'est vraiment amusant comme monture. Puis côté électrique, ben je suis allé du côté lightweight, moi aussi, avec le Neat, qui est le vélo 160-150 mm. Fait que vraiment un peu l'équivalent de mon Foxy, mais avec une motorisation. Ils ont à peu près 8 livres de différence, les deux vélos, un à côté de l'autre, avec les mêmes pneumatiques. Là. Avec une meilleure relance, puis du punch. C'est différent. Ça se ride de façon différente. C'est comment dire? On va retrouver un peu les mêmes sensations, mais compte tenu de notre bagage, ben, ça prend une petite adaptation par rapport au pilotage, c'est bien sûr. Mais on retrouve on reprend autant notre pied en descendant. Puis pour moi, c'est ça qui est important. C'est là que j'aime, c'est là que ça shine, c'est là où je veux avoir mon plaisir. En montant, ben, c'est sûr que tu as un moteur, fait que tu peux rouler à 32 puis c'est super le fun. Mais c'est sûr que les vélos lightweight ont des plus petites batteries, ont des moteurs un peu moins puissants. Fait que si tu veux faire 1h30 de vélo, ben, tu peux rouler avec les systèmes d'assistance maximale. Mais si tu veux étirer la randonnée puis rouler 3 heures, ben, tu n'as pas le choix de jouer avec un peu moins d'utilisation. Fait qu'au final, tu vas quand même travailler fort, tu vas forcer, tu vas avoir chaud, tu vas jouer avec tes niveaux d'assistance un peu plus. C'est sûr que ça va te permettre d'avoir un petit plus, de monter plus vite, d'avoir un peu moins d'effort physique, mais en descendant, d'avoir vraiment beaucoup de plaisir également, versus de rouler avec quelque chose qui est trop lourd, des vélos qui pèsent 60-70 livres, mais à un moment donné, ça devient un peu moins, naturel dans les descentes. Il faut que tu te retiennes un petit peu plus. Joueur, puis... Mais j'ai quand même peut-être faire l'avocat du diable pour les vélos à pleine puissance, pour pleine capacité, là, parce que on parle les deux, on semble avoir une tendance pour les légers. Les légers. Mais ça reste qu'il y a des gens là, qui vont aller à Vallée-Bras-du-Nord, Mont-Saint-Anne, des endroits où le réseau est tellement vaste
que ça va Puis il y nécessiter a du finalement dénivelé. avoir cette pleine autonomie-là, puis cette pleine capacité de batterie, mais qui va te permettre de faire pratiquement des journées complètes, là, puis de découvrir du territoire qui est complètement immense là, avec ce type de bike-là. Là. Fait que les bikes pleine capacité restent encore ultra pertinents, là, mais c'est clair que... D'année en année, ils changent beaucoup les vélos. Là, Ouais. maintenant, on s'entend que tu en as des pleines puissances qui vont peser 40 livres, 45 livres, 48 livres, avec des composantes un petit peu plus Le fines, un nouveau peu plus Crafty légers. là. RR qui n'est pas nécessairement le plus haut de gamme. Il y a même 2 assemblages plus chers. Tu vois, il sortait à 43 livres. Là, Ouais. j'ai checké hier pour un C'est client. Là, puis hallucinant. Ouais, c'est pas lourd. c'était un bike pleine capacité. Là, pleine capacité en termes d'autonomie, je parle. Puis c'est ça, tu étais à 43 livres. Fait que c'était assez. Puis après, il y a toujours les batteries d'extra que tu peux Ouais, ajouter, exact, les Rage exact. Extender. Tu pars pour une petite ride sur le Mhm. midi, ben, tu vas très bien t'en sortir avec une plus petite batterie à utiliser des niveaux de distance plus élevés. Mais si tu veux faire une randonnée plus longue, tu te mets tout simplement une batterie d'extension, puis tu peux vraiment allonger la randonnée vraiment facilement. Là, Tu sais, pour démocratiser aussi les bikes électriques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le bike électrique, c'est parce que tu n'es pas capable de pédaler, puis il faut avoir un certain âge pour avoir ces bikes-là. Tu sais, personnellement, pas que j'avais cette mentalité-là, mais tu sais, je n'étais pas porté à aller vers un électrique, mais tu sais, du moment que j'ai eu un électrique, j'ai vraiment utilisé plus que je pensais. Parce que souvent, des fois, tu as juste 1 heure en vélo de montagne. Ben, des fois, tu sais, mettons, je me retrouvais au Mont-Saint-Anne, en bas des pistes, tu sais, avec un vélo musculaire, juste me rendre à la pas piste que grand-chose, je là. voulais. Ça me prenait 35 minutes, 38 minutes, 40 minutes, me rendre simplement à la piste. Puis après ça, je la descendais. Ben, tu sais, mon heure que j'avais de temps pour rouler ben, tu sais, était faite. Puis tu sais, j'avais finalement fait une descente seulement 5 minutes tu sais, sur mon heure ou presque. Alors que maintenant, tu sais, qu'un vélo électrique, ben, tu sais, dans la même heure, je vais faire tu sais, 2, 3, tu sais, puis 4 descentes, tout dépendant du type de piste que je vais prendre. Mais ça va vraiment me permettre de couvrir plus de terrain plus rapidement, puis d'avoir plus tu pédales de fun. pareil, là. Ah, je pédale pareil. Ta fréquence cardiaque Non, non, ou quelque chose exact. comme ça pour regarder, là. L'effort est Pareil, le même, là. là, tu sais. C'est ça qui est drôle avec nos montres de fréquence cardiaque. On est capable vraiment de comparer, tu sais, de faire une Ouais. sortie avec un vélo régulier puis avec un vélo électrique. Puis quand tu te donnes de façon, disons, égale, finalement, tes pulses sont sensiblement au même niveau. Là, tu sais. Tu vas forcer tu vas avoir un exercice qui est un peu différent, mais au niveau comment dire, de l'exercice physique global, tu travailles fort pour vrai. Là. C'est peut-être un tantinet moins musculaire, mais même la fréquence cardiaque est du même niveau, voire peut-être même supérieure. Tu sais, as une cadence qui est vraiment. Parce que compte tenu que tu vas plus vite, tu as un momentum qui est plus grand, mais des fois, tu vas justement pousser un peu plus puis maintenir un entraînement tempo un petit peu plus élevé qu'avec un vélo normal où là, tu serais juste en train de souffrir puis tu diminuerais un petit peu ton effort. Versus là, ben, tu es capable de pousser juste un peu même plus les long. pros cross-country, ils l'utilisent maintenant. Là. Ils font un entraînement avec ça. Là, parce que ça leur permet, oui, musculairement, tu forces moins, mais tu spins beaucoup. Ton cardio, il monte. Puis aussi, tout ce que tu fais techniquement, c'est rapide. Donc en fait, tu travailles tes skills, tu sais, parce que quand tu veux faire une ride plus de récup, mais tu veux travailler un peu ta technique, c'est pas possible, là, tu roules pas assez vite, puis sinon, il faut que tu roules à fond, mais là, tu es capable de rouler vite, en travaillant la technique, mais en ayant un niveau de fatigue qui soit moindre, mais tu utilises quand même ton cardio. Les pros l'utilisent maintenant en mountain bike, là, donc c'est... Il y a beaucoup de tabous, je pense, autour du vélo électrique, puis ben, faut tout simplement pas juste écouter ce que tout le monde dit, mais bien aller l'essayer nous-mêmes, puis de prendre le temps d'en louer un, puis d'aller faire un démo ride, puis d'aller l'essayer dans vos pistes chez vous, que vous connaissez, que vous aimez, puis de faire votre propre opinion là-dessus. Là, c'est un autre sport complètement, c'est autre chose. Là. Mais là, on commence à a commencé à le vendre là, au mois de... en courant 2024, on a les détaillants, là, on en a quelques-uns, là, si vous pouvez en nommer... Des détaillants qu'on a au Québec qui pourraient... Au Québec, on a l'Essor Bessic, qui est justement en train de rénover son magasin qui va être tout beau, tout neuf. Fait que, ils ont Mundraker, c'est un nouvel ajout qu'ils ont en 2024. On a Brunel à Trois-Rivières, qui est un super beau bike shop. Les gars sont vraiment super impliqués dans leur communauté, qui ont définitivement un ADN mountain bike qui peut venir s'aligner avec Mundraker. Puis on a Electric Avenue au Saguenay, qui va être dépositaire de la marque, qui est un gars qui est Julien, et puis son mécano qui est là, qui sont vraiment des connaisseurs, qui sont des gens passionnés, qui veulent vraiment amener un plus-value au sport puis au Saguenay. Là, fait que c'est un détaillant Mundraker. Fait que on en a 3, je dirais, un peu plus dans mon côté, là, qui est l'est du Québec. Là.
Puis de mon côté, ben, il y a UBAC qui est directement à Bromont, au pied de la côte, à la montagne, qui vont travailler toute la gamme du vélo de descente au vélo de trail et les vélos électriques également, lightweight et pleine puissance. Cycle LM à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont 2 magasins, un à Candiac, un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Des gars qui sont très passionnés et très connaissants du vélo électrique également depuis de nombreuses années. Vont travailler la gamme complète. Ultime Vélo à Sainte-Julie. Ouais. Simon et son équipe, des gars super passionnés, des gars qui ride, qui en font pour la peine du vélo, puis qui sont vraiment des tripeux, là, puis des gars qui sont très connaissants, une belle shop de mécanique. Puis Vélo Saint-Joseph sur la Rive-Nord, donc dans le coin de Terrebonne. Exact, qui ont la gamme également là, en magasin. Ça, on va pouvoir voir aussi les vélos. On aura probablement une présence dans les salons du vélo au Québec, là, si je ne me trompe pas, à Québec et à Montréal. À Montréal, vous allez probablement pouvoir voir là, quelques vélos Mandraker, bien évidemment, dans les sentiers. Différents événements aussi au Québec cette saison. Les grosses courses régionales, là, les championnats d'enduro qui vont avoir lieu à Bromont cette saison. Différents petits démos qu'on va organiser avec nos détaillants en cours de saison également. Fait qu'hésitez pas, là, si vous êtes curieux, passez en magasin ou demandez tout simplement l'essai là, auprès de vos détaillants. Les magasins ont des vélos démo directement en boutique, puis nous, on a la chance d'avoir quelques vélos démonstrateurs également avec lesquels on peut faire essayer. Il y a vraiment un moyen d'essayer les bikes, là, c'est vraiment de se présenter chez son détaillant, là, qui vont pouvoir vous conseiller, vraiment référer au bon bike pour pouvoir l'essayer. C'est là que ça se passe, hein? C'est vraiment dans le sentier, dans vos pistes que vous connaissez, que vous allez pouvoir avoir une référence par rapport à votre monture actuelle, de voir la capacité du vélo, de voir à quel point ça fonctionne bien, l'aisance sur le bike. Super, ça, il y a le site Mondraker, il y a les détaillants, et puis c'est ça, donc il y a la dispo, on peut tester les vélos, on sera présent dans les différents salons au Québec. Allez voir le channel YouTube de Mondraker. Ouais, c'est vrai, très éducatif. Assez impressionnant, là, comme channel. YouTube, Instagram aussi, là, ils ont quand même du bon contenu. Tous les jours, vous allez avoir des petites vidéos, des présentations. Sur le canal YouTube, c'est le fun parce que vous pouvez vraiment regarder par modèle, visiter l'usine, voir l'innovation, voir qu'est-ce qui se passe pour le design des différents vélos. Toutes les nouvelles concernant l'équipe de course également, c'est facile d'avoir un peu tout sur le même panier. Puis Mondraker a une façon de faire qui est assez novatrice par rapport à la distribution de leurs vélos également. Donc, en magasin, vos détaillants vont avoir une belle sélection, quelques vélos démo, mais s'ils n'ont pas exactement la grandeur, le modèle, la couleur que vous cherchez, ben, les commandes spéciales sont très faciles à faire. Les vélos sont en stock en Espagne, sont expédiés en quelques jours directement chez les détaillants. Donc, faire des commandes spéciales, c'est vraiment très facile pour avoir exactement le bon modèle compte tenu de la largeur du catalogue. Donc, tous nos détaillants connaissent bien la procédure. C'est très simple là, de travailler comme ça. Puis de l'inventaire, il y en a. Du basic, il y en a. Tout pour faire du vélo. On va mettre les liens dans la description, donc vous allez pouvoir visiter puis découvrir la marque. Et puis, les gars, moi je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Moi, ça a permis de découvrir aussi plus la marque avec vos connaissances. Donc, merci. Puis, au plaisir de rouler avec vous sur des Mondraker durant la saison. Allez, c'est parti. Bye. Bon vélo. Bon vélo.